La vie en trois lettres, 90 minutes au Bénin en trois séquences, le duel, le journal du soir et le grand oral. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici l'ossature de ce qui fera l'essentiel de nos échanges. L'actualité nationale donc avec la célébration le 31 juillet prochain de la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans se mobilisent à cet effet malgré le contexte du coronavirus. La morosité économique freine les ardeurs chez certains. Le mouton de sacrifice est en pleine appréciation sur le marché, un véritable casse-tête pour les disciples de Mahomet pour qui l'immolation de la bête de sacrifice est avant tout une exigence religieuse et spirituelle. Eh bien, pêle-mêle comme ça, on s'interroge sur la signification de cette fête telle que révélée au prophète Abraham. Quelle bête est bien appropriée pour satisfaire à cette exigence qui remonte aux temps immémoriaux et quelle approche pour célébrer la Tabaski sans risque de contamination. 90 minutes au Bénin s'en fait une préoccupation. On aura les éclairages de El Hadj Moutawakil Boukari Malik. Il est imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agori Plateau. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. On échange avec lui dans la troisième et dernière partie de cette émission, c'est-à-dire juste après la grande édition du journal que va nous présenter Tanguy Agoyi. Mais avant, les regards sont tournés vers la présidentielle de 2021. Les jours passent et pourtant les hésitations se notent en ce qui concerne l'appétit de ce rendez-vous électoral. La ferveur enregistrée par le passé au sein des chapelles politiques n'est plus de mise. Seules quelques voix s'élèvent d'un peu partout pour inviter le chef de l'État en exercice à se porter candidat l'année prochaine. Qu'est-ce qui justifie ce calme plat sur le terrain politique à 8 mois de la présidentielle au Bénin? Pourquoi ce changement d'habitude dans le rang des acteurs politiques? On en parle dans un instant avec deux confrères. D'abord, Vigile Arouansé, journaliste à Crystal News. Vigile, bonsoir. Bonsoir. Et puis bonsoir. José Mervenou, journaliste au quotidien de service public La Nation. Josué, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Beaucoup de tristesse également dans l'actualité ce lundi, la mort de l'ancien ministre Richard Senou et ce drame sur les eaux du lac Nokwe. 4 personnes ont péri parmi la douzaine de personnes que transportait une pirogue. Les corps ont été repêchés par les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers aidés par les populations au large du quartier Yenawa. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Cotonou. La montée des eaux serait visiblement à l'origine de ce chavirement de bac qui a tourné au drame. Entre confrères, donc, on s'arrache quelques commentaires et analyses sur ce sujet. Ce serait dans une poignée de minutes. 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonsoir à tous. On n'ouvre pas les premières informations parues aujourd'hui, relayées par les quotidiens, en commençant bien entendu par Fraternité, examen de fin d'année, corrigé type et barème du BPC, drame sur les berges du lac Nokwe, une pirogue coule et fait 4 morts à Yenawa, c'est dans le 2e arrondissement de Cotonou. Éviter le pire avec la montée des eaux. Assemblée générale constitutive, le Rebescope pour une transparence au niveau des commandes publiques. Propagation du coronavirus au Bénin, 80 nouveaux cas, 1 décès et 143 personnes guéries. Et puis, carnet noir, l'ancien ministre Richard Senou n'est plus. La parole au parti, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossoumo. À la une maintenant de la priorité, tirage de la tombola des factures normalisées, des centaines d'heureux gagnants. Matin libre, chavirement de bac dans les eaux de Yenawa, des démissions s'imposent. Le communiqué de Robin, une échappatoire. L'économiste, financement des projets du secteur public et privé, le nouveau directeur général du FAGAS installé et puis impact du coronavirus, les progrès contre la pauvreté menacée selon le programme des Nations Unies pour le développement. Notre époque, mairie de Parakou, Charles Toko n'en veut plus personnellement. L'opinion aujourd'hui, plaidoyer du ministre Alain Orunla à l'assistance effective de l'État à la presse privée, une démarche cohérente pour redorer le blason des médias au Bénin.
Quotidien L'Indépendant, gestion des affaires publiques et perspectives de 2021, quand le changement des habitudes dérange les intérêts. Et puis, ministère de la Communication, Alain Orunla, préoccupé par la condition des acteurs des médias privés. Libération, nouveau code général des impôts et nouvelles procédures fiscales, un pas décisif vers un climat des affaires assaini. L'événement précis, fonctionnement du secteur éducatif en période de coronavirus, fin des examens, l'année scolaire sauvée grâce à des solutions innovantes. Contentieux électoral, je ne tiens pas à revenir comme maire de Parakou, déclare Charles Toko. Le pays émergent, quand la gestion du président Mathurin Deschacus dérange, on dit vaine cabale contre le président de la Fédération béninoise de football, quand la gestion du président Mathurin Deschacus dérange. Nouvelle mutation, gestion des fonds COVID-19 à la Fédération béninoise de football. Les détracteurs du président Deschacus se trompent d'époque. La tribune de la capitale, dysfonctionnement dans les évacuations sanitaires au Bénin, le Conseil national de santé interpellé. La presse du jour, tombola des factures normalisées de la Direction générale des impôts. Le tirage du 24 juillet fait une centaine de gagnants. Et puis, invalidation du siège de Ousmane Abdoulaye Traoré à Parakou. Voici la décision de la Cour suprême. Bénin intelligent, navigation au Bénin des eaux de l'enfer. Et puis, second mandat du président Patrice Talon, les jeunes républicains se mobilisent. Quotidien L'Informateur à présent, accord intergouvernemental régional de la coopération pour l'Afrique. Éléonore Yayi Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, honore le Bénin à la 3e, sinon à la 31e réunion. Et puis un deuxième mandat pour poursuivre ses œuvres de développement, l'option de la jeunesse pour Patrice Talon. La Nation, pour finir, évolution en France du projet de loi sur la restitution des biens culturels, la qualité et la sincérité du dialogue. Salué, puis suspension des médias en ligne par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Alain Orunla s'imprègne de la situation. Voilà, un tour rapide des quotidiens parus ce lundi. On va revenir maintenant en débat avec Josué Merenou du quotidien La Nation. Josué, bonsoir. Bonsoir. Et puis Vigile Arancet, l'actualité nationale disait, c'est que d'ici 8 mois, n'est-ce pas, nos yeux s'ouvrent sur la présidentielle de 2021, mais jusque-là, c'est un calme plat sur le terrain. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses, Vigile Arancet? Pour moi, il a deux raisons fondamentales. Il a que les lois ont changé, les règles ont changé, les règles pour se présenter à la présidentielle. Ce n'est plus comme avant. Je ne donnerai que ce seul exemple, par exemple, le parrainage. Donc, ne se présente pas aux élections qui veut. Il aurait fallu garantir... À l'élection présidentielle, il faut... À l'élection présidentielle, bien sûr. Même les élections, les conditions, dans tous les cas, les règles ont changé fondamentalement. En effet. Voilà, la caution, par exemple, c'est pas la même chose. Voilà, donc... ces règles ont changé. Et la deuxième chose, disons, c'est lié à la première, c'est la gouvernance elle-même de Patrice Talon qui a tout changé. Il a un style de gouvernance qui a été imprimé au pays depuis 2016 et ce n'est que la résultante de ce style-là. Et donc, c'est ce style qui a, pour moi, étalé ce camp-là, comme vous dites, dans le pays, où il n'a de règne, par exemple, que Patrice Talon. Ça, vous avez dit tantôt que les journaux disent que des jeunes circulent à travers le pays pour demander, n'est-ce pas, que Patrice Talon se présente comme s'il ne savait pas qu'il devrait se présenter, par exemple. Oui. Voilà. Alors, Josué Merenou, qu'est-ce qui, selon vous, justifie ce calme plat qu'on a enregistré, sinon noté sur le terrain depuis plusieurs mois, sinon d'ici 8 mois, comme disais-je, n'est-ce pas, nous allons faire face à la présidentielle, mais on ne sent rien sur le terrain.
Oui, je ne dirais pas qu'on ne sent rien, on sent des choses. La preuve, c'est que depuis quelques semaines, on observe qu'il y a des mouvements de jeunes ou de femmes qui s'activent ça et là et qui demandent au président Patrice Talon de se représenter pour la présidentielle de 2021. C'est tellement parce que ceux qui le réclament ne sont pas encore convaincus du fait que l'homme lui-même sera dans les starting blocks. Est-ce que vous êtes convaincu? Je crois que ma position personnelle n'importe très peu. Il faut plutôt analyser la situation telle qu'elle se présente. Et par rapport à ça, il faut d'abord observer que, comme le dit Vigile Awansel, les règles du jeu ont changé. Aujourd'hui, ne peut plus se porter candidat, en tout cas à l'élection présidentielle au Bénin, qui veut, mais d'abord qui peut, parce qu'il y a cette disposition-là qui impose le parrainage et qui oblige tout candidat à d'abord mobiliser un certain nombre de signatures de la part d'élus, notamment des députés et des maires, avant de prétendre à pouvoir être candidat. L'autre chose, c'est qu'on observe aujourd'hui, sinon en temps normal, on devrait avoir du côté de l'opposition politique, par exemple, de la mobilisation des actions, soit à désigner un candidat unique ou tout au moins avoir des figures qui s'annoncent pour cette élection-là. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas parce que, comme vous le savez bien, nous sommes sur un terrain politique qui manque de présence du côté de l'opposition. Oui. Il y a on va dire, une bonne partie des acteurs de l'opposition qui ne sont pas actuellement, en tout cas à l'heure où nous parlons, ne sont pas sur le territoire national. Mais il y a d'autres qui y sont, mais qui visiblement ne semblent pas, en tout cas pour l'instant, intéressés par cette élection-là. On attend de voir si dans les semaines à venir, des intentions se dégagent à ce propos. L'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, quoi qu'on dise, et c'est ça que revendiquent c'est ça que mettent dans la balance ceux qui revendiquent la candidature de Patrice Talon, c'est que on a l'impression aujourd'hui que, en tout cas, une bonne partie de la population béninoise se sent tellement satisfait de ce qui est fait. D'accord, on va revenir sur cet aspect qui constitue d'une manière ou d'une autre le bilan de Patrice Talon. Alors, Vigile Awansel, dites-nous en quoi, je dirais, le parrainage, qui est une correction de nos tests, en quoi le parrainage constitue un blocage ou bien réduit l'ardeur d'un potentiel candidat à la présidentielle? Je souris parce que le parrainage... c'est clair, hein, c'est visible, ça n'a même pas besoin d'être expliqué que c'est une barrière. D'ailleurs, ça a été voulu comme une barrière. Il ne doit pas se présenter à une élection très sérieuse comme la présidentielle qui veut, comme on voyait. Donc, on nous a dit qu'il avait des candidatures de plaisantins, n'est-ce pas, qui se présentent. Donc, pour mettre fin à tout ça, il faut mettre, entre autres, le parrainage. Mais le parrainage... dans son essence, je dirais, a été voulu de mon point de vue pour bloquer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allons-y. Le parrainage, je suis d'accord, le Bénin n'a rien innové en la matière. Ça peut être vu comme de nouveau dans le jeu pour le rendre plus sérieux, la compétition un peu plus sérieuse. D'accord. Mais alors, quand le parrainage devient plutôt l'exclusivité de quel élu? Des députés, 83 députés, et de 77 maires. Et les députés quand? Les 83 députés seulement quand ils se sont installés au Parlement, quand les 83 députés se sont assurés d'être du même camp, Bloc républicain et Union progressiste, qu'ils ont voté une pareille loi, n'est-ce pas? Et puis après, il y a eu les communales. Les communales, 77 maires, je ne vous apprends plus que c'est 70 maires qui sont UP, BR, donc toujours du pouvoir, contre 6 ou 7, n'est-ce pas? Contre, pour la dite opposition, la FCBE. Donc, vous comprenez que l'essence même de ce parrainage, puisque vous me demandez en quoi c'est un blocage, je vous dis, c'est né pour bloquer. Là, ça aurait été comme dans d'autres pays où on aurait pu laisser librement le parrainage aux élus. Pourquoi c'est aux élus lesquels? Les élus, tous les élus émanant donc du peuple, de l'expression du vote du peuple. Pourquoi pas les chefs quartiers, pourquoi pas les conseillers communaux, les conseillers municipaux, parce qu'ils sont désignés. Quand on dit, par exemple, attendez s'il vous plaît, quand on dit le maire, par exemple, le maire,
Il est de l'émanation de qui? Le maire est d'abord un conseiller choisi par les autres conseillers, il n'émane pas du peuple. Il ne pas, mais c'est quand même le peuple qui a voté. C'est le peuple qui a voté, mais ce n'est pas l'expression directe. Ce n'est pas l'expression directe du peuple, vous le savez. Donc, ça aurait été ainsi, par exemple, qu'on aurait pensé que, oui, c'est vrai, c'est pour assainir, c'est pour faire le sérieux. Et mieux, le dernier exemple nous a été fourni de mon point de vue, à travers cette loi dite complétive, par exemple, où on nous dit que le maire n'est plus élu par ses pairs conseillers, mais plutôt désigné par son parti politique. Autrement dit, dans ce système de parrainage, si vous, Wahab, je dois vous parrainer, la veille, on peut me destituer, mon parti peut me destituer parce que je ne veux pas, je veux parrainer plutôt un candidat de l'opposition, par exemple. Donc, je vous dis, c'est intrinsèquement pour bloquer. Alors, José Merveilleux, est-ce que vous voyez les choses de la même manière que Vigile avançait? Je ne pense pas. Je crois que ça va être très réducteur de limiter la question de prendre la question du parrainage comme un simple blocage. Je pense qu'on est d'abord parti de la réforme du système partisan. Mettre en place ce système qui rend beaucoup plus fort les partis politiques. Je pense que c'est d'abord ça l'idée à la base. C'est vrai que dans la mise en œuvre, il y a eu quelques écueils, on ne va pas le nier, mais l'intention, c'est de faire en sorte peut-être d'abord que les candidats à l'élection présidentielle émanent véritablement de milieux politiques, qu'on n'ait plus de, je ne sais pas trop, des plaisantins, je préfère utiliser le mot que des candidats fantoches ne viennent plus se présenter pour une élection aussi sérieuse. Mais puis il y a un élément important que nous oublions, c'est que la caution pour être candidat à l'élection présidentielle a été également revue à la hausse. Donc le silence dont vous parlez peut également trouver sa justification de ce côté-là. On peut également arguer du fait que peut-être ceux qui ont l'intention de se porter candidat n'ont pas la possibilité de mobiliser peut-être la manne qu'il faut pour aller poser leurs conditions. Alors, est-ce qu'en résumé, le toilettage des tests, la refonte du système partisan et autres n'ont pas contribué, n'est-ce pas, à freiner les choses, sinon à bloquer les choses? C'était l'objectif. Je pense qu'à la base, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les candidatures pour l'élection présidentielle soient des candidatures sérieuses, que ne viennent plus à ce challenge-là qui veut, mais qui peut et qui a des ambitions et qui est porté par un parti politique. Comme je le dis, il y a eu des écueils, on ne va pas le nier. Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'on se retrouve dans un schéma où les 83 députés émanent, on va dire, d'une même famille politique. La majorité des maires qui sont élus et qui peuvent prétendre parrainer des candidats émanent également du même camp politique. Mais on ne peut pas déjà là tout de suite dire ou ôter aux maires et aux députés la possibilité de porter leur choix sur d'autres candidats pour aller à cette élection-là. Je pense que c'est des personnes totalement responsables, des personnes à qui le peuple souverain a confié des pouvoirs et qui ont la possibilité, s'ils veulent, de porter leur choix sur d'autres candidats, s'ils estiment que ces candidats-là sont à même, et si ces candidats-là sont déclarés pour aller à ce challenge-là. Donc, je pense qu'on ne va pas réduire complètement la réforme du système partisan à ce seul fait du parrainage. Je pense que ça va au-delà du parrainage. Et l'objectif à la base, je crois, c'est de faire en sorte que les candidatures pour l'élection présidentielle soient un peu plus sérieuses. Mais si aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui ne permet pas à d'autres candidats, peut-être qu'il y a des gens qui se préparent en soudine, et qui ne sont pas pressés, et qui ne sont pas pressés parce que nous sommes à 8 mois des élections. Avec l'idée que les gens ont en tête, qui font des premiers adjoints au maire et même des chefs d'arrondissement des maires, parce que quand vous allez, souvent on désigne les premiers adjoints. Merci. Est-ce que cela ne va pas créer en quelque sorte un peu, je dirais, de mélange lors de la désignation, sinon lors du parrainage? Est-ce qu'il y aura la possibilité pour les adjoints au maire, par exemple, de parrainer un candidat? La loi est claire, ils ne sont pas concernés. Alors, ils ne sont pas concernés, ce sont les maires, les 77 maires qui peuvent parrainer. Est-ce que la loi est vraiment suffisamment claire à ce niveau, ou bien on aura aussi une loi explicative, complétive à ce niveau? Au besoin, puisqu'on est désormais habitué à ça, je pense qu'au besoin, on aura peut-être une loi interprétative et complétive pour départager. Si en son temps le débat où le problème se posait, mais pour là, je pense que c'est clair que nous n'avons au maire
par exemple, nous n'avons au Bénin que 77 maires. Oui. Les adjoints au maire, c'est vrai, par abus de langage, on peut les appeler peut-être des maires, mais je pense que de manière réglementaire, au Bénin, nous n'avons que 77 maires. Et pour l'instant, pour ce que disent les tests, il n'y a que ces 77 maires-là qui sont habilités à porter leur signature pour la désignation d'une candidature pour l'élection présidentielle. Si vous permettez, oui. Pour moi, il n'a pas besoin d'une autre explication. L'esprit de la loi, c'est que celui qui veut se présenter à la présidentielle doit recueillir au moins 10%, n'est-ce pas, des maires, de l'effectif combiné des maires et des députés. Oui. Donc, c'est pourquoi cela fait 16. Oui. Donc, 77 plus 83. Oui. Même si un est décédé et que le siège est désormais vide jusqu'à une autre élection, ça fait 15,9 ou quelque chose du genre. Et donc, n'ayant pas de demi-personne, ça fait quand même 16 toujours. Donc, ça continuera à être 16. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Maintenant, la loi peut être touchée et va être sûrement retouchée, le code électoral, comme on en a malheureusement l'habitude, puisque le code, encore il faut le rappeler, avait été demandé dans son essence pour ne pas être révisé, manipulé à la veille de chaque élection, pour, n'est-ce pas, être conforme au rapport de force, au rapport politique en présence. Malheureusement, ce qu'on a observé, c'est que depuis 2015... Alors, toujours est-il qu'on est dans les délais, parce que je pense que les tests disent qu'il ne faut pas toucher la loi électorale à 6 mois. 6 mois avant nous sommes à 8 mois des élections. 6 mois avant les élections. On a encore 2 mois. À Vigile, j'adresse cette question. Est-ce que vous voyez avec ce calcul qu'on vient de faire qui limite ou précise 16 parrainages, sinon 16 parrains pour un candidat, est-ce que vous voyez la possibilité pour le reste des députés, par exemple, de parrainer d'autres candidats? Par exemple, les candidats de l'opposition. Oui, vous avez bien raison, Wahab, de poser cette question. Et c'est en cela que la dernière émission du président de l'Assemblée nationale, par exemple, où il disait, je ne sais pas comment il a pu lâcher ça, par exemple, que ça va se faire comme avec les maires, on ne va pas laisser chacun faire ce qu'il veut, que ça va être la discipline du parti. Donc, chaque député, chaque maire devra prendre l'onction de son parti avant de faire... de parrainer un candidat. Vous avez compris cela pour dire quoi? Cela pour vous dire que probablement, si l'intention en temps n'a pas changé, eh bien, ça va être fixé dans le code électoral. Donc, on va réviser le code électoral et on va l'insérer là-dedans. Et c'est en cela que je dis encore une fois, je soutiens encore une fois que pour moi, c'est dans l'intention de bloquer. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, l'intention était sans doute bonne. On veut assainir, on veut plus de candidats plaisantins. Encore que je dis que ce n'est pas non plus pour bloquer un plaisantin. Le gars qui prenait Zim, comme on dit, pour caricaturer, il est toujours vivant. Oui. Ils peuvent vous dire que lui, là, le pareil, le jour, là, il va aller se présenter à la Sénat. Vous, journalistes, nous, journalistes, lui tend notre micro. Il va faire toujours son show, comme il en a l'habitude. D'autres pourront se présenter. Mais de toutes les façons, sa candidature ne serait pas validée si, par exemple, mais lui, c'est son show. Ça n'avait jamais été validé. Et les Béninois n'ont jamais... Dites-moi, quel est le président plaisantin que les Béninois ont choisi depuis 1988. Je n'ai pas la réponse à cette question. À l'analyse de Vigile avancée, une chose est certaine. Je crois qu'on n'aura certainement pas un seul candidat à l'élection présidentielle de 2021. On en aura d'autres. Et donc, si on en aura d'autres, ça veut dire certainement que les maires et les députés auront la possibilité ou à un moment donné agiront pour porter leur choix sur un autre candidat, autre que celui, encore qu'on ne sait pas si l'actuel président de la République sera candidat à sa propre succession, parce que vous savez parce que les appels se multiplient à l'endroit de Patrice Talon, pour se porter candidat. Les appels se multiplient parce que vous savez qu'il y a le chef d'État a donné sa parole il y a quelques années pour dire qu'il ferait un mandat unique, même si après son ambition de faire passer le mandat unique n'est pas passé au niveau des réformes à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, tout le monde est, je vais dire, dubitatif par rapport à la candidature du chef de l'État. Est-ce que oui ou non il se présentera? On ne sait pas. Et je pense que c'est pour en quelque sorte lui forcer la main, lui demander de revenir pour continuer sans doute ce qu'il a commencé par faire depuis quelques années, qui fait que depuis quelques semaines, on observe que de part et d'autre, les gens essayent de lui mettre la pression. Et je crois sincèrement que si
le président Patrice Talon se décidait à ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2021, il fera certainement face à une très très forte pression populaire pour lui demander de revenir de ce point. Alors, pression populaire, dites-vous, Vigile Awansé, est-ce que vous pensez que le chef de l'État serait tenté de céder à cette pression populaire malgré sa promesse en 2016 de faire mandat unique, même si en cours de route, on a eu des hésitations qui faisaient dire au chef de l'État qu'il avisera? Non, le chef de l'État est candidat. Il est candidat à sa propre succession. Vous avez assez de garanties, apparemment vous êtes dans les faits. Non, mais ce sont que des analyses. Allons-y. Quels sont les éléments que vous avez à cet effet? Qu'est-ce que nous avons dit juste là? On a parlé de réforme politique, de parrainage. Vous pensez que le chef de l'État, Patrice Talon, a fait tout ça là pour regarder, pour rester à la maison, voir la compétition de l'un, vous pensez? Non. Et vous le savez très bien. Et tout ce qui se prépare, les gens qui se promènent dans le pays à demander non, mais vous savez, la politique, ça va aussi avec la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Et vous le savez tous. Il y a une parole. Je pense que il y a une parole, justement. Au-delà de la parole, je pense et c'est là que j'en viens. La parole. Moi, je me rappelle, Patrice Talon disait que même si son projet échouait, que lui ferait de cette promesse-là une obligation morale, un devoir moral de ne pas se présenter. D'accord. Quelles sont les chances, selon vous, que Patrice Talon revienne, que Patrice Talon puisse céder à cette pression populaire dont vous parlez tout à l'heure, face à aux nombreux appels, n'est-ce pas, à lui adresser? Quelles sont les chances pour que Patrice Talon dise oui, bon, je reviens en 2021? Vous savez, la sagesse africaine dit qu'un chef est un serviteur. Ouais. Quand vous êtes chef, vous êtes au service des autres. Vous n'êtes pas là pour vous, pour votre propre ambition. Vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour la cause des autres. Alors, si ceux pour qui vous êtes là, ceux pour qui vous êtes dévoués, vous demandent de revenir faire leur bonheur contre leur gré, comme on en a entendu quelqu'un dire il y a quelques années dans ce pays, je pense que contre votre propre estime, vous serez obligé de vous jeter à la bataille. J'ai l'impression que c'est quelque chose du genre qui se prépare et que en 2021, on fera face à une situation du genre, céder finalement à la pression populaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc peut-être que nous sommes pressés. On a encore 8 mois devant nous. On verra si d'ici peu, que ce soit dans le rang de l'opposition ou bien de part et d'autres personnes viendront pour déclarer leur candidature. C'est peut-être ce qu'on a omis de dire. Il y a d'autres intentions qui ne sont pas encore révélées. Il y en a qui sont révélées et qui, ma foi, sont très sérieuses. Et donc par rapport à ça, je pense que c'est une compétition qui peut-être on va patienter pour attendre leur déclaration officielle. On va donc changer de sujet. 4 personnes ont trouvé la mort vendredi dernier au large de Yenawa. C'est sur le lac Nokwe. Comment vous avez reçu cette information, Vigile? J'étais triste d'apprendre cela. Et quand j'entends que c'est dû à la montée des eaux, je dis non, c'est pas vrai. Les eaux, pendant cette période, ont toujours monté. Vous avez l'air de banaliser cet aspect. Oui, je banalise. C'est l'imprudence d'abord des hommes. C'est d'abord l'imprudence des hommes. C'est d'abord l'imprudence et la gloutonnerie, n'est-ce pas, de ceux-là qui font cette activité de transport sur ces eaux-là. Malheureusement, on a de rigueur que sur les routes. On a la police routière et tout le reste, mais sur les eaux, ça semble un domaine oublié. Et si ces genres d'émotions peuvent nous amener à ce qu'on fasse quelque chose, je crois que ça a commencé, mais ce serait tant mieux. Mais encore une fois, je dis, ce n'est pas les eaux. Les eaux ont toujours fait cela pendant cette période. La période de crue est une période trop risquée sur les eaux. Sur les eaux, le 13 juillet dernier, déjà le ministre des Transports et des Infrastructures avait déjà pondu un communiqué pour alerter, mettant en garde les populations, sur tous ceux qui sont les usagers de nos eaux. Mais visiblement, le message est tombé dans les oreilles de Josué. Non, le message n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Je pense juste qu'il y a quelques indélicats qui prennent sur eux le risque de violer allègrement les principes que collectivement on s'est imposés. Par rapport au drame de Yenawa, je pense qu'il faut le prendre d'abord comme un choc, comme un vrai choc, parce que on peut se dire que c'est une situation qui aurait pu être évitée. 12 personnes à bord d'une embarcation, je pense que ce n'est pas encore énorme. Il y a certainement une surcharge de marchandises ou de bagages à un niveau donné, et c'est certainement ça qui a causé. Et vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, sur les eaux, je pense que c'est l'un des moyens de transport les plus fiables, les plus sécurisés, tant que la bêtise humaine ne s'y ajoute pas. L'eau
la goutte d'eau qui fait toujours déborder le vase, je pense que c'est l'imprudence ou la bêtise humaine qui vient s'ajouter. Sinon, 12 personnes, s'il n'y avait pas certainement eu trop de bagages, je pense qu'on n'aurait pas assisté à quelle est votre appréciation des mesures sécuritaires autour? Il fallait des gilets de protection et autres. Oui, les gilets, qui est-ce qui vérifie je pense si que les gilets sont donnés aux occupants de la base? Sur cette question, vous me le permettrez, je pense que l'État est un peu lassiste parce que il y a un minimum de dispositions qu'on doit imposer à ceux qui veulent exercer dans le transport, fluvial. Il faut nécessairement leur imposer de mettre des gilets aux passagers à bord. Et je pense qu'à ce niveau, la police fluviale, puisque nous en avons une désormais quelque peu défaillante, il faut faire en sorte d'imposer à ceux qui sont responsables ou conducteurs ou propriétaires de ces embarcations-là sur l'eau, de prendre un minimum de précautions. Sans ça, on ne devait pas les autoriser, on ne devait pas les accréditer à continuer par s'amuser ainsi avec des vies humaines. Alors, Vigile avancé, si c'est sur nos routes, nous sentons les policiers républicains un peu sur les carrefours pour discipliner un conducteur de véhicule malade, quelqu'un qui n'a pas respecté les feux tricolores. Est-ce que vous sentez cette même rigueur sur nos eaux? C'est ce que je disais, c'est une zone oubliée et pourtant, on sait dans notre pays les zones sur nos cours d'eau qui sont à forte affluence de transport et on peut quand même faire quelque chose. Je crois que même si on n'allait pas, bon, il faut exiger les gilets, d'accord, mais même si on n'y allait pas, déjà en évitant les surcharges, on aurait réglé une grande partie de ce problème-là de mon point de vue. Il faut encore une fois dénoncer cette gloutonnerie de ces personnes-là qui livrent leurs compatriotes à la mort. D'accord. Ok, Vigile Arancet, merci. Le temps qui nous est imparti ne suffit plus pour aborder le dernier sujet, n'est-ce pas, relié au décès de l'ancien ministre Richard Seynou. On va donc présenter sincères condoléances à la famille et pleurer. Josué Merenou, merci, journaliste au quotidien de service public La Nation, et Vigile Arancet, journaliste à Crystal News. Merci d'avoir marqué de votre présence ce débat. On va céder le plateau à Tanguy Agoye pour la grande édition du soir et puis on reviendra pour la troisième et dernière partie. Ce serait pour parler au niveau du grand oral avec El Hadj Malik Boukari Moutawakil, imam de la mosquée Médine 2, c'est dans la commune d'Abou-Mekaravi. On va donc parler des réalités qui entourent la célébration de la fête de Tabaski cette année, célébration qui intervient donc dans le contexte sanitaire que nous connaissons, celui du coronavirus. Et puis les informations sur la toile aujourd'hui, ce serait avec Willy Bayala. À tout de suite.